Bonjour, je m'appelle Philippe Salajol. Je suis patron d'une boîte qui s'appelle Isospace. Et notre métier, c'est de faire de l'aménagement de bureaux, de commerce, de lieux de vente et de restaurants. Et puis en même temps, je suis cycliste. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur Isospace? Chez Isospace, on aime à dire qu'on définit avec nos clients, on écrit avec eux le futur de leur lieu. Alors, on a des équipes d'architectes et de designers qui vont chez les clients essayer de comprendre la culture de l'entreprise et définir avec eux en concept une façon de définir leur lieu, les lieux dans lesquels ils travaillent, les lieux dans lesquels ils consomment, dans les lieux. Ces lieux convergent en fait en ce moment, on s'aperçoit de ça. Et ensuite on réalise ces aménagements. Vous intervenez sur la France entière? On intervient essentiellement en région parisienne, mais de plus en plus en France entière, oui, en effet. Sur un projet, donc vous allez de l'architecture, donc de la mise en place de l'espace de bureau, à la fabrication du meuble, jusqu'à la mise en place au sein des locaux? Effectivement, on a une partie du groupe qui est une menuiserie. On est aménageur et agenceur, si vous voulez utiliser des termes un petit peu de jargon. Et c'est ça qu'on fait en fait. Nos designers dessinent et ensuite on fait les travaux, on met les mobiliers au milieu. D'un point de vue personnel, vous êtes lancé un défi, vous allez partir début février pour parcourir les Andes en vélo. Pourquoi ce projet? C'est vraiment une suite logique à titre personnel et même à titre d'entrepreneur. Le projet que je me suis lancé, là, j'espère y arriver, c'est de traverser les Andes, la cordillère des Andes du Pacifique à l'Atlantique. Donc de partir de Valparaiso et de 1500 km plus loin en vélo, d'arriver à Buenos Aires. Alors ça converge tout ça dans mon histoire personnelle et dans mon histoire d'entrepreneur. Dans mon histoire personnelle, moi je fais beaucoup de vélo, c'est une de mes passions dans la vie, et dans mon histoire d'entrepreneur, ça me paraît très important de savoir prendre un petit peu de recul, d'incarner certaines valeurs. C'est une des raisons qui me pousse à aller dans cette direction. Vous allez complètement déconnecter pendant un mois? Alors ouais, c'est intéressant parce que plusieurs choses. Déconnecter, oui et non, parce que moi je me suis aperçu dans ma vie que j'ai pris beaucoup de décisions, même stratégiques, quand j'étais sur le vélo. Le fait d'être en dehors de la routine, être pris par le paysage, par la beauté du paysage, et puis par la répétition du geste de pédalage, ça fait que votre esprit s'évade, et ensuite vous prenez beaucoup de recul par rapport à la réalité. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de décisions sur le vélo. En même temps, il y a une similitude qui se fait avec Isospace, parce que Isospace, c'est une entreprise que j'ai repris et ensuite créé, développé depuis 17 ans. On était tout petits, on était 5 personnes, on est maintenant 100 personnes dans le groupe. On faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, pratiquement 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On fait maintenant 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, je l'ai développé, j'ai staffé, on a des équipements, les gens m'ont fait confiance, sont revenus travailler avec moi, j'ai réussi à les embarquer dans ce projet. Là, on a beaucoup évolué, on a beaucoup grossi. Aujourd'hui, c'est en même temps un espèce de crash test. Est-ce que l'entreprise telle que je l'ai structurée est capable de passer ce moment sans moi? Je me suis toujours dit, j'élève mes enfants, ou je gère mon entreprise comme j'élève mes enfants, c'est qu'un jour ils soient capables de travailler sans moi, sont capables de voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, je pense qu'on en est là chez Isospace. On a un directeur général très expérimenté qui travaille avec nous et avec moi depuis très longtemps, qui tient très bien la boutique. On a des procédures, donc c'est intéressant de voir comment ça va évoluer pendant mon absence, et si vraiment les décisions qui ont été prises ont été les bonnes. Au-delà de ça, il y a un espace plus philosophique et personnel. Je m'aperçois que incarner certaines valeurs de l'entreprise, ça passe par le dépassement de soi. C'est des valeurs que j'ai toujours essayé de faire passer, les valeurs du sport, les valeurs de dépassement de soi, j'ai toujours essayé de les faire passer chez Isospace. Et c'est également le moment, je pense, de ma vie personnelle, de me fixer d'autres défis et de voir si je suis capable de remettre en danger. C'est important. À titre personnel, j'ai toujours souhaité me mettre en danger. Avant de reprendre Isospace, une boîte qui était à l'époque essentiellement du bâtiment, même si aujourd'hui c'est devenu une boîte plutôt de design et d'expertise immobilière. J'étais dans la finance, j'étais directeur général Europe, d'une filiale de Standard & Poor's. Vous voyez, ça n'avait rien à voir, et je suis parti pratiquement à zéro. Je me suis mis en danger, et ça m'intéresse de me remettre en danger et de revenir avec des nouvelles idées. Harvard a fait une étude, je ne sais pas si vous la connaissez, qui explique que 94% des dirigeants qui prennent du recul reviennent remotivés avec des nouvelles idées.
Donc j'espère faire partie de ces 94% des dirigeants et j'espère pouvoir incarner quelque chose. Et quand je reviens, j'aimerais pouvoir partager, si je reviens, j'aimerais pouvoir partager ça avec mes équipes et incarner un nouveau futur pour l'entreprise. Comment vous êtes préparé pour cette épreuve? Alors je fais du vélo depuis 15 ans, donc c'était facile pour moi de me préparer au moins physiquement. Je fais à peu près 10 à 12 000 km de vélo par an. J'ai fait toutes les grandes courses que vous pouvez imaginer. Elles existent en amateur. Donc, j'ai réussi à les terminer. J'ai fait 3 fois Paris-Roubaix. J'ai fait 3 fois le Tour des Flandres. J'ai monté pratiquement tous les grands cols de France. J'ai même monté des cols. J'ai monté un col exceptionnel à Taïwan. C'est un col de 100 km. Vous partez du niveau de la mer et 100 km plus loin, vous arrivez à 3500 mètres d'altitude. J'ai fait ça. Ça, c'était la préparation physique personnelle. La préparation mentale, on verra. C'est fait partie du challenge. Est-ce que je vais être capable de le faire? C'est plutôt un test. Et la préparation d'entreprise, peut-être c'est ça votre question aussi, ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est que je pense que là, on est au stade où c'est intéressant de voir si tout ce qu'on a mis en place, tous ensemble en tant qu'équipe, tout ce qu'on a mis ensemble, les procédures, la nouvelle façon de procéder, l'incarnation de tout ça, fonctionne. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pars l'esprit tranquille, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques mois, ou quelques années, j'aurais pas été tranquille de partir, de laisser l'entreprise toute seule pendant 3 semaines, un mois. Là, aujourd'hui, je le suis. Sur la course, comment elle va se dérouler? Quelles sont les étapes? Alors, c'est pas une course. Hein. L'idée, c'est d'arriver au bout. On a un petit groupe de quelques cyclistes. On s'est rencontrés comme ça sur Internet. C'est un petit comité où on s'est réunis pour mettre en commun certaines ressources financières pour pouvoir se payer un petit camion avec quelqu'un dans le camion qui nous change les pneus, qui nous amène les pâtes de fruits. Voilà. C'est donc l'idée, c'est intéressant de faire ça en tant que groupe. C'est des gens que je ne connais pas. On ne s'est pas encore rencontrés. On s'est rencontrés de manière digitale sur Internet. Donc, on finira pour voir si c'est intéressant de voir si on arrive à faire un groupe de personnes qui sont extrêmement différentes, qui viennent je crois qu'il y a 2 Américains, quelques personnes du Brésil et des Anglais. On parle de Valparaiso et on arrive à Buenos Aires. Donc, l'idée, c'est de tremper sa roue arrière dans le Pacifique et de tremper sa roue avant dans l'Atlantique quand vous arrivez. Et au milieu, c'est un petit peu comme l'entreprise, il faut se débrouiller. Et vous allez peut-être me poser la question, pourquoi la Cordillère des Andes? Là, j'ai une anecdote à vous raconter. Au-delà du fait que ça incarne un certain nombre de valeurs, je lisais beaucoup Mermoz quand j'étais ado, donc c'est des choses qui m'ont bercé aussi, mais ça incarne un certain nombre de valeurs de dépassement de soi, d'altitude, de froid, de chaud, d'aventure. Hein, ça ressemble beaucoup au parcours du dirigeant. Mais je me souviens quand je cherchais à racheter ma Isospace, on en a racheté beaucoup, mais ma première boîte s'appelle toujours Isospace, une toute petite boîte, comme je vous l'ai indiqué. J'ai rencontré plein de gens, et j'ai rencontré un vieux monsieur qui faisait la finance depuis longtemps, et qui me disait, vous verrez, jeune homme, le parcours du repreneur d'entreprise, c'est comme si vous traversiez les Andes. Et ça m'est resté quelque part. Et bon, voilà, 17 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, j'ai envie de mettre en pratique en pensant sauver monsieur, que j'ai jamais plus revu d'ailleurs. C'est une belle anecdote. Voilà. Sur les étapes, vous vous fixez combien de kilomètres par jour? Enfin, vous avez un nombre de jours précis pour parcourir ces 2500 kilomètres? Oui, on pense qu'on le fait entre 15 et 18 jours. Ça va dépendre de la difficulté qu'on va rencontrer. Alors, la difficulté, c'est le chaud, le froid. Quand on sera dans les plaines en Argentine, on sera plutôt, c'est l'été là-bas. C'est l'hiver aussi en France, mais c'est l'été là-bas. On sera plutôt sur les températures de 35, 38, 40 degrés, même pas rarement, ça monte aussi haut. Quand on va quand on sera sur la partie de traverser vraiment purement des montagnes, on sera sur des températures froides. On fait ça sur des vélos de route, donc sur des vélos, plutôt du macadam, avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Il y a une journée entière qui est a priori qui sera en gravel. Alors gravel, je sais pas si ça vous parle, mais c'est des gros pneus, donc on va partir sur les vélos de route, on va changer nos pneus. Pour répondre plus précisément à votre question, on est plutôt sur des passages sur 200 km en moyenne, 240 km par jour, avec une petite étape qui est très, mais par contre avec beaucoup de dénivelé, où on sera plutôt sur 90-100 km sur ce jour-là. Sur les arrêts, vous les avez déjà fixés pour chaque jour? Alors ça, c'est une difficulté, c'est que on va quand même essayer de dormir sous un toit toutes les nuits. C'est pas assuré. Alors on a quelques points où il y a des endroits où il y a des hôtels, donc c'est plutôt facile d'essayer. Enfin, ce qu'on appelle les hôtels en France, c'est peut-être une version différente quand vous êtes à 3500 mètres d'altitude dans les Andes. Alors, on a trouvé des hébergements, soit c'est chez d'habitants, soit dans les hôtels, soit dans des auberges de jeunesse. On espère prendre des douches tous les soirs, mais ça c'est pas garanti. On espère pouvoir recharger les batteries de téléphone tous les soirs, mais c'est pas garanti. A priori, en plus haut des Andes, il n'est pas certain qu'on ait l'électricité pour recharger tout ça.
Ça fait partie du jeu, c'est ça qui est rigolo aussi. Et pour la nourriture? Alors, pour la nourriture, on peut trouver, a priori on trouve, mais on va même prendre quelques vivres dans le camion qui va nous suivre.